Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 32, soit le 3e chapitre d'Arya. Accompagné de mon acolyte, Guillaume, toujours là pour vous servir. Et c'est parti, Guillaume. Petit résumé. Exact. Alors, dans le chapitre, on va retrouver Arya, donc en plein entraînement, toujours sous les directives de Syrio Forel. Elle est chargée d'attraper tous les chats du Donjon Rouge. Et il y a un dernier chat en fait qui lui pose problème, un chat noir avec une oreille en moins, et qui lui donne du fil à retordre. Et alors qu'elle est en pleine chasse de ce dernier, elle est prise en flagrant délit par Tommen et Myrcella, qui ne la reconnaissent pas. Et pour éviter de se mettre davantage dans l'embarras, en fait, elle décide de fuir. Et elle va finir par se perdre dans les profondeurs du Donjon Rouge. Elle va y faire la découverte de squelettes de dragons, et elle va surtout surprendre deux personnages qu'elle parvient pas à reconnaître, entretenir une discussion très cryptique qui mentionne divers sujets comme un bâtard, un livre, une guerre entre le lion et le loup, ou une princesse enceinte. Donc Arya finit par véritablement se perdre et perdre leurs traces, et va trouver une sortie qui débouche à l'extérieur du donjon. Et elle va réussir à revenir à l'intérieur du donjon et retrouver son père qui ne croit pas la réalité de ce qu'elle a entendu. Et c'est alors qu'un certain Yoren de la garde de nuit demande une audience avec la main du roi pour récupérer des recrues pour la garde de nuit, mais aussi pour lui annoncer ce qu'il a vu à l'auberge du Carrefour. Ok. Alors, le chapitre débute par une scène où l'on découvre Arya et le fameux exercice donné par Syrio Forel consistant à attraper un chat. Exercice qui s'avère difficile et auquel elle doit de nombreuses blessures au corps. Tu trouves pas que les Syrio Forel, il fait un peu Maître Miyagi genre dans Karate Kid? Tu sais, à donner des exercices chelous un peu, tu vois? Tu vois, les exercices chelous, ça c'est l'esprit shonen. Ouais. C'est l'esprit Dragon Ball quand Krillin et Goku doivent ils doivent marcher avec une pierre sur la tête ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou Gohan avec le vieux caillou. Ah oui, non, Goku avec le caillou surtout. Pas Gohan avec le caillou. Ah oui, Gohan avec le caillou. Pour devenir dans l'arc-bout. Oui. Exact. D'ailleurs, elle s'était exercée avec plusieurs chats, mais le matou-borgne noir demeurait invaincu. Il était d'ailleurs très vieux, des souvenirs d'un des manteaux d'or. Donc on le rappelle, c'est le nom qu'on donne aux gardes de Port-Réal. Elle avait poursuivi ce matou-borgne partout, mais à chaque fois, il lui échappait. Sauf cette fois-là, il était en face d'elle, et il ne restait plus qu'à l'attraper, et elle l'attrapa. Une voix d'enfant l'interrompit soudain. La princesse Myrcella et le prince Tommen se tenaient en face d'elle. Donc on rappelle, le Myrcella et Tommen, c'est Guillaume. C'est les deux plus jeunes enfants de Cersei. De Cersei de Robert, ouais. Qui est plus jeune, Myrcella ou Tommen? À chaque fois, j'ai oublié. Tommen. C'est Tommen qui est plus jeune. Dans l'ordre de succession, tu ferais Myrcella, Tommen. Mais le prince et la princesse ne la reconnurent pas à rien, et pire, pensèrent même qu'elle était un garçon. En même temps, vu son apparence, c'était assez facile de s'y méprendre. Sa carrière, elle a les cheveux courts, noirs, et que vu qu'elle a encore une enfant de 7 ans, bon, c'est pas qu'elle est... ouais, quoi, j'allais dire... Elle a pas de ins, quoi. Non, mais... C'est ce que tu veux dire. C'est pas compliqué de la prendre pour un petit garçon, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi à la fin du chapitre. Les gardes et la septa qui se tenaient autour du prince et de la princesse essayèrent de l'identifier, et lorsqu'un garde s'approcha trop près d'Arya, elle fila comme le vent. Parcourant le donjon rouge pour fuir ses poursuivants, elle ne sut pas très bien où elle était à la fin de sa course. D'ailleurs, anecdote intéressante, on dit que le donjon rouge est moins vaste que The Winterfell. Ça me fait penser à une réflexion que t'as vue lors du 2e chapitre de Bran, celui où il chope Cersei et Jaime en train d'effectuer un inceste. Tu disais que en fait, avec la description de Bran, on a l'impression que Winterfell c'était immense comparé à la série. Oui, la série, on dirait une ferme, quoi.
Et là, c'est encore plus vraiment, parce que là, si on dit que Winterfell, c'était plus vaste que le Donjon Rouge, alors le Donjon Rouge, dans la série, par contre, ça paraît immense, hein. Ouais, tu te rends bien compte que c'est un grand truc, quoi. Ouais. Bah, alors, dans les tournages, en fait, là, le Donjon Rouge, c'est un château qui se trouve en Croatie, et quand tu vois des photos de pas réel, tu sais, t'as une vue d'au-dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le Donjon Rouge, c'est un vrai château, quoi. Et alors que Winterfell, comme tu dis dans la série, c'est vraiment tout petit. Donc on voit qu'il y a une certaine différence de proportion quand même. Arrêtant d'avoir peur et ouvrant les yeux, Arya se rendit compte que des gueules la cernaient. Des ossements de gueule plus précisément, des crânes de dragon. Ceux-là même dont nous a parlé Tyrion Lannister sur la route de la garde de nuit. Alors donc ils étaient naguère exposés dans la salle du trône, mais Robert les avait cachés dans une cave. Donc est-ce que tu te rappelles justement des 3 plus gros crânes du nom des 3 plus gros de ossements de dragon? Okay, bah, c'est les 3 dragons de Aegon le Conquérant et de ses 2 sœurs, ouais. Visenya et Rhaenys, je crois. Ouais. Et on a Balerion, Vhagar et Meraxes. Ouais, c'est ça. Ayant peur et voulant fuir tous ces monstres, Arya s'enfuit alors de la cave et se retrouve dans un corridor. Elle se retrouve alors devant un puits et, en plongeant son regard sur celui-ci, une torche apparaît avec 2 hommes autour. La conversation et les protagonistes n'ont aucun sens pour Arya, mais en tant que lecteur, on peut se faire une idée. Donc là, j'aime bien les passages comme ça où justement le personnage en point of view n'a aucune idée de ce qui se passe, mais nous, en tant que lecteur, on a un peu un regard omniscient en fait. Ouais. En fait, la limite, t'as même plus l'impression que c'est un chapitre d'Arya, en fait. T'as l'impression que c'est un chapitre, je sais pas, t'as plus l'impression que c'est du point de vue d'Arya. Ouais, t'as l'impression que t'es un narrateur, quoi. Donc, on parle d'un bâtard trouvé et que le reste te tardera pas. Alors, ce bâtard trouvé, bon, Guillaume, je te laisse... Bah, on sait très probablement, enfin, c'est sûr, c'est Gendry. Qui a été donc un bâtard de Robert qui a été confié à un forgeron. Ouais. Trouvé par Ned. Ouais. Et quand on dit le reste ne tardera pas, c'est qu'il existe sûrement d'autres bâtards. Ouais. Enfin, déjà, on sait qu'il y en a 2 de plus. Hein. Tu te rappelles les 2 bâtards? Il y en a un qui l'a reconnu. C'était une fille de... Franchement, je sais plus. Non, le bâtard qui l'a reconnu, c'est l'autre. Il y a un bâtard, la fille, c'est c'est celle, pardon, qu'il a eu dans son adolescence quand il était encore dans le Val avec Ned. Ouais. Et donc elle, oui, on sait que justement il est resté proche d'elle alors que même sa mère s'en fichait. Bon, je sais pas. Alors, l'autre, c'est un bâtard qu'il a reconnu publiquement et qui va devenir, qui est sur le point de devenir la pupille de Renly. Non, alors de celui qui gouverne Accalmie à la place de Renly. Ah oui, d'accord. Mais donc du coup, il doit y en avoir plus que les 3 bâtards que je viens de citer, quoi. Les connaissons Robert, oui. Un homme répond. Un homme avec l'accent des cités libres. Qu'est-ce que Ned fera quand il saura la vérité? Mais quelle vérité? Du coup, nous, notre théorie, enfin la théorie que t'as citée, c'est que Joffrey ne serait pas le fils légitime de Robert. C'est pas du tout le fils de Robert, en fait. Comment ça? Qui serait pas... Enfin, que le fils légitime de Robert, oui, oui, non. Il serait pas du tout le fils de Robert, en fait. Le fils de... Oui, pas du tout, en fait. Donc que ça serait sûrement l'enfant de Cersei et Jaime, vu qu'on sait qu'ils couchent ensemble. Mais du coup, l'étau se referme de plus en plus sur cette théorie, quoi. Ouais. Ensuite, la conversation reprend. Ces imbéciles ont essayé de liquider son fils. Le loup et le lion ne veulent pas tarder à s'entrégorger. Donc là, en entendant cette phrase, ou plutôt en la lisant, c'est une certaine confirmation que les Lannister ont essayé de tuer Bran. Ouais. Mais du coup, pas par Tyrion, parce qu'on sait que c'est pas lui. Donc du coup, il resterait que Cersei et Jaime. Ouais. Ok. L'homme à l'accent des cités libres répond que c'est trop tôt, qu'ils ne sont pas prêts pour une guerre entre les Stark et les Lannister, qu'il faut ajourner cet affrontement.
Mais du coup, alors poser la question, prêt pourquoi? Pourquoi? Et Ils disent qu'ils sont pas prêts, eux. ouais. Mais prêt à quoi? Alors du coup, on va avoir la conversation un peu plus tard dans le chapitre, on va pouvoir supposer... Supposer quelques trucs, mais on va essayer d'avancer un petit peu. Ouais. Arya se rapproche alors des deux intervenants, et grâce à la description de son point de vue, on peut avoir une idée de l'identité de ces hommes. Le premier était un homme assez corpulent, mais Arya avait une impression de déjà-vu. Donc là, Guillaume, moi, je reprends ta théorie sur Varys. Parce que du coup, on peut supposer que c'est Varys. Pourquoi ça? Parce que, premièrement, on a en face de nous un homme qui est assez corpulent, et on sait que Varys a une certaine corpulence. Deuxièmement, Arya a une impression de déjà-vu, et donc ça serait sûrement que c'est pas l'apparence réelle de cet homme, mais qu'il serait en train de se déguiser. Et deux choses. De une, t'as supposé que c'était Varys qui s'était déguisé afin de payer l'apprentissage de Gendry par le forgeron. Mais on a aussi eu en fait un fait réel dans les livres où Varys en fait s'est déguisé pour aller voir Ned juste après le tournoi de la main. Donc toutes ces conjectures peuvent nous faire supposer que c'est Varys. Ouais. Ok. T'es d'accord avec ce que je viens de dire? Oui. Surtout qu'ils insistent un peu sur le fait qu'il est gros, mais il marche vraiment à pas de loup. Enfin, qu'on l'entend pas. C'est un peu le caractère de Varys, quoi. Ouais. Très discret. Qui veut pas se faire remarquer plus que ça, quoi. Ouais. Le deuxième homme porte une barbe jaune fourchue et a des pierreries sur toutes ses doigts. Alors la barbe jaune, franchement, je pensais pas que ça allait revenir, que ça allait avoir son importance parce qu'on l'avait déjà mentionné dans les deux, hein, justement. Ouais. La bague, les deux, ils sont pas apparus déjà ensemble. Ouais. À la fois la barbe jaune fourchue et les pierreries sur toutes les doigts. Ouais. Donc là, ça correspond à la description de Illyrio qu'on avait vu dans les précédents chapitres de Daenerys. Ouais. Bah surtout dans le premier chapitre de Daenerys, c'est la première description qu'on a de lui. Barbe jaune fourchue et des bagues sur tous les doigts. Ouais. Donc comme tu as dit, ça t'a étonné du coup que ça revienne comme ça. Ouais. Et en plus, il a l'accent des cités libres, donc bon, c'est lui quoi. Ouais. Et mais du coup par rapport à ça, c'est marrant ce que tu dis parce que là ça me fait dire deux choses de réflexion. C'est que premièrement, on l'a déjà dit dans ces épisodes, mais le diable se cache dans les détails, surtout dans le Trône de Fer. Et c'est vrai que c'est des choses. Si t'es pas un lecteur super attentif, c'est impossible de connaître l'identité de cet homme. Ouais. C'est impossible. Je veux dire, je vois pas comment tu peux la deviner si t'as pas été attentif à ces détails en début de tome, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. Tu sais que rien que dans la série, là, on voit vraiment le visage des deux persos. Justement, c'est la deuxième réaction que je voulais avoir, c'est que ce genre de tricks, ça marche pas en fait dans une œuvre filmique. Ouais. Parce qu'on peut pas faire supposer à quelqu'un. Bon, tu peux faire juste tu peux juste faire voir la barbe jaune fourchue, mais de toute façon c'est quoi l'équivalent d'un lecteur pour quelqu'un qui regarde? C'est-à-dire visionneur, mais ça se dit pas. Viewer, je sais plus, spectateur. Voilà, le spectateur va directement. En fait, il y aura pas ce sens du détail et tu sais, c'est cette chose qu'il faut chercher, quoi. Ouais. Parce que bon, c'est beaucoup plus facile de se rappeler quelque chose qu'on a vu de quelque chose qu'on a lu. Donc ça marche pas. Et encore même dans la série, quand t'es pas attentif, l'homéopathie, ça peut vite te passer. Tu peux vite passer à côté. Hein. Moi, je me souviens, ma copine, j'étais obligé de lui dire, tu vois qui c'est ce mec? Elle a fait, attends, je sais plus, tu vois. Je lui ai fait, c'est le mec ouais. de chez Daenerys, tu vois. En fait, bien sûr, mais alors ça serait pas le même procédé parce que si je veux dire, dans le livre là, on veut te faire comprendre que c'est lui. Ouais. Dans la série, si on voulait vraiment te faire, enfin, je veux dire, il y a pas plus facile de montrer que c'est lui que de le montrer directement, quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, ça annule le procédé directement. Ouais. Parce que là, Martin, dans ce qu'il nous a donné, en fait, il a pas donné de nom, donc il voulait nous faire, il voulait pas donner les clés au lecteur pour comprendre directement qui étaient les deux personnages. Là, on a dû faire des déductions. Et c'est quelque chose qui, je pense que c'est même la première fois qu'on a ce genre de détail qui est vraiment un petit détail, mais en fait qui a une grande importance pour comprendre le récit. Ouais. Enfin, une grande, c'est relatif parce qu'on voilà, mais si on n'avait pas ce détail, on comprendrait pas du tout qui seraient les intervenants de cette conversation. Et c'est dommage ça, parce que et c'est des choses dont il va falloir se rappeler parce que
c'est quelque chose que Martin fait souvent. Utiliser des petits détails, des caractères physiques dont on fait pas du tout attention au départ et qu'en fait, quand il va présenter un autre personnage, on va se rendre compte, ah oui, mais ces caractères physiques, ils ont déjà été présentés chez un autre. Mais du coup, après avoir identifié ces deux characters, on peut se demander quelles sont les intentions d'Illyrio et de Varys. Mais c'est surtout ça, hein. Quelles sont leurs intentions? Parce que le contenu de leur conversation reste intéressante. Quand Varys demande, maintenant on va utiliser leur nom, hein, quand Varys demande ce qu'il peut faire pour stopper cette escalade de conflit, Illyrio répond, une main est morte, pourquoi pas deux? Et donc, il implicite, et ensuite c'est même explicite, hein, le fait que Varys ait eu un lien avec la mort de Jon Arryn. Parce que, je cite, vous avez déjà dansé cette danse-là, mon cher, et en fait ça confirme il confirme par la suite que la mort de Jon Arryn leur a fait gagner du temps. Donc nous on partait sur le fait que la mort de Jon Arryn, en fait on avait aucune théorie sur qui avait tué Jon Arryn. Hein. Typiquement on sait que Varys avait dit à Ned qu'il avait été empoisonné par des larmes de lys. Ned supposait que c'était les Lannister, parce que Jon Arryn se rapprochait du secret de Cersei et de Jaime. Mais là en fait c'est totalement, Illyrio nous dit clairement que c'est Varys justement qui a comploté pour que Jon Arryn meure. L'arme de Lys, Varys vient de Lys. Ouais, c'est ça. Et visiblement, ce que je commence à comprendre, c'est que visiblement, ça les arrange pas que le poteau rose soit découvert parce que ça déclencherait une guerre. Et ils sont pas prêts. Alors quel poteau rose? Le poteau rose que Cersei et Jaime sont incestueux et que Geoffrey n'est pas l'héritier légitime. Ouais. Donc ça déclencherait une guerre, qu'ils sont pas prêts pour cette guerre, et que Jon Arryn allait s'en rapprocher et que ça mettait à mal leur plan, quoi. Ouais. Donc ils l'ont éliminé. Et là, Ned aussi se rapproche du poteau rose. Et ils sont toujours pas prêts pour une guerre. Mais du coup, voilà, on a une autre question qui a tué Jon Arryn. Là, franchement, c'est du noir sur le blanc. Ok. Donc, on sait que c'est, justement, Illyrio Mopatis et donc Varys qui ont clopoté, parce que, comme tu dis, Varys se rapprochait trop du secret, de Cersei, Jaime et Geoffrey. Donc, pour gagner du temps, ils ont réussi à l'éliminer. Ouais. Et, visiblement pour Ned ça pose problème aussi parce que ils sont toujours pas prêts pour leur plan, pour l'exécution de leur plan. Mais sauf que Varys semble dire que Ned n'est pas Jon Arryn et que c'est plus compliqué. Ouais. Exactement, ouais. D'ailleurs, Illyrio Mopatis confie à Varys que en fait on n'a pas rappelé depuis le début qui était Illyrio Mopatis, hein. Donc Illyrio Mopatis, c'est celui qui a hébergé Viserys et Daenerys durant 1 an. À Pentos. Ouais, à Pentos, exactement. Celui qu'on voit au premier chapitre, hein, celui qui a, c'était le banquier qui a géré la transaction de Viserys, en donnant Daenerys à sœur pour que Khal Drogo, et pour que Viserys ait une armée en échange de la part de Khal Drogo. Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que vous vous rappelez de ces personnages. Et donc, Illyrio Mopatis confie à Varys que Daenerys est enceinte de Khal Drogo, et que tant que son enfant ne sera pas né, drôle d'ailleurs parce qu'il prédit que ce sera un garçon en disant son fils, hein. Donc vraiment c'est. Mais bon, à l'époque, ils espéraient tout le temps le fils. Ouais. Donc ça se trouve, ça sera une fille et tout. Ils vont faire on est toujours pas prêts, ou je sais pas. Ouais non, ça serait mieux pour eux parce que du coup, quoi que je sais pas. Après ça change pas grand chose, mais en tout cas tant que l'enfant il sera pas né quoi. Ouais. Khal Drogo ne bougera pas des sauces. Les deux s'en vont par un passage secret dont on avait déjà parlé, hein. Donc Guillaume rappelle l'histoire des passages secrets du Donjon Rouge. Donc passage secret, en tout cas la citadelle qui a été, le donjon qui a été achevé sous Maegor le Cruel et qui s'est assuré que tous les secrets du Donjon Rouge restent au sein de la famille Targaryen. Donc il a exécuté toutes les personnes qui avaient un lien de près ou de loin avec la construction du Donjon Rouge. Ouais. Et on a la confirmation que Varys justement connaît ces passages secrets. On le savait déjà dans le chapitre de Ned où il a dit, où Ned demandait comment ça se fait que mes gardes ne t'ont pas vu. Il lui a dit j'ai pris des chemins. Ouais, connu que des fantômes et des araignées. Ouais, c'est ça. S'ensuit alors un monologue de Varys qui nous apprend
énormément de choses. Énormément. Premièrement, il faut que le Khal se dépêche de venir conquérir Westeros, sinon ce sera trop tard. Pourquoi ? Eh bien, Stannis Baratheon et Lysa Arryn sont à présent hors de sa portée. Stannis, et on le rappelle, alors, c'est pas qu'on le rappelle parce qu'on l'a pas dit, mais si la théorie s'avère vérifiée, que Joffrey, et même pire, que Tommen et Myrcella ne sont pas les enfants légitimes de Robert, du coup, ça serait, à la mort de Robert, ça serait Stannis, l'héritier légitime du trône de fer. Ouais. Donc quand il a découvert la vérité avec Jon Arryn, c'est sûr que c'est passé par ta tête que oui, alors si Robert n'a plus de descendants, là actuellement, moi je suis le second enfin le premier même sur la liste des personnes qui doivent accéder au trône de fer juste après la mort de Robert. Ouais. Donc c'est intéressant parce que est-ce que Stannis aurait même intérêt à dire ça à Robert, parce que si Robert l'apprend, il va se dépêcher de faire des enfants légitimes. Ouais, c'est sûr. Donc est-ce que Stannis n'aurait pas eu un intérêt que Robert ne découvre pas encore la vérité? Parce que si les deux, on se demande pourquoi justement la conversation entre Ned et Varys nous a appris que justement apprendre la vérité à Robert ça serait compliqué parce qu'on sait pas comment il réagirait, etc. Et qu'ils avaient pas de preuves surtout. Donc sûrement que justement Jon Arryn et Stannis cherchaient des preuves. Et Lysa Arryn aussi est hors de sa portée, mais du coup alors Lysa Arryn c'est compliqué parce que elle a des raisons d'en vouloir à Lannister, mais pas tellement. Que Lysa Arryn, sa raison de vouloir le Lannister, c'est qu'elle pense que c'est eux qui ont tué son mari. Mais là, on vient d'apprendre que c'est Varys et Illyrio Mopatis qui ont comploté pour la mort de Jon Arryn. Donc pourquoi Lysa Arryn déclare que c'est les Lannister qui ont tué son mari? Ouais, c'est très étrange ça. Surtout qu'elle est pas au courant du fait que Jon Arryn s'était approché de la vérité concernant Cersei et Jaime. Ah bah ça on le sait pas. Ah, ça on sait pas. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas ça. Donc mais je veux dire, pourquoi accuser les Lannister alors? À moins ouais. Oui, alors à moins, justement, hein, comme tu dis, à moins qu'elle savait que Jon Arryn et Stannis s'approchaient de la vérité et que elle a vu que Jon Arryn meurt après, donc elle a pensé que c'était la Lannister. Ouais. Là, du moins, c'est la seule raison pour laquelle je dirais qu'elle accuse les Lannister. Parce que là, sinon, il n'y a pas de raison pour laquelle elle les accuserait, quoi. Ouais. Sinon, elle aurait pu croire, comme tout le monde, qu'il a une gastro, quoi. Et donc, ces deux personnages, Stannis et Lysa, sont tous les deux en train de masser des armes selon Varys. Donc, dans le Val et à Père-Dragon, ça se prépare à la guerre. Je crois vraiment que, ils attendent patientement que la vérité éclate et qu'ils ont déjà leurs armées prêtes. Ouais. Là, en parlant de ça, Catelyn, elle est sur la route des Airiers. On sait toujours pas si elle a envoyé le message pour que Robert Glover, Elman Tallart envoie 100 archers à Moff Catelyn et que Moff Catelyn, pardon, et que Lord Manderly renforce sa flotte maritime. Parce que elle a fait un gros détour là, donc on savait, elle est pas du tout passée par le Neck, hein, où se trouve Moff Catelyn, et même dans le nord en fait où se trouvent les bannerets de Lord Stark, à qui il avait envoyé cet ordre. On a ensuite la confirmation que Renly complote pour faire épouser Marjorie Tyrell avec Robert. Et il complote tout cela avec le Chevalier des Fleurs, Loras Tyrell, qui n'est autre que le frère de Marjorie. Donc, alors Guillaume, je te laisse rappeler un peu la généalogie des Tyrell, pour bien situer de ce dont on parle. Donc, Mace Tyrell, chef de la famille Tyrell, seigneur du Bief, gouverneur du Sud, a 3 garçons, dont le 3e se trouve être Loras, aussi appelé le Chevalier des Fleurs. Les 2 premiers, j'oublie tout le temps leur nom. Mm-hmm. Et il a ensuite un 4e enfant qui est une fille, qui est Marjorie. C'est ça. Voilà. Et donc là, on comprend un peu mieux 2 choses. Premièrement, le fait que, on le rappelle, Renly avait présenté un portrait de Marjorie, à Ned en prétendant plutôt qu'elle ressemblait beaucoup à Lyanna. Donc maintenant, on comprend pourquoi. Il essayait de voir si Marjorie allait plaire à Robert. Ouais. Et deuxièmement, pourquoi on en avait reparlé encore? Merde, je sais plus, mais il y avait un deuxième fait pour lequel on en avait reparlé justement après. Je me souviens plus. Oui. Et la deuxième fois, c'est que justement, en fait, c'est Robert, justement, alors, il dit que
Renly prétend que Loras Tyrell a une sœur belle comme l'aurore, du nom de Marjorie, très jeune, 14 ans. Oui, il a déjà commencé à faire l'acolyte, tu Voilà. sais, À faire le travail, le wingman. Oui, le wingman, exactement. Donc, alors, du coup, pourquoi Renly voudrait faire ça, déjà? Oui, Pourquoi Renly s'associerait à Loras Tyrell et à la famille Tyrell, plus généralement, pour ce complot? surtout que c'est pas un complot facile, parce que du coup, il faut dégager quand même tous les Lannister, quoi. Ouais, il faut dégager Cersei, mais... Cersei, mais bon, c'est insulter Tywin, c'est un peu... Donc, son plan, c'était que Robert baise Marjorie, mais à quoi ça allait l'avancer? Genre, il aurait juste dire, bon, ça fait un bâtard de plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je vais me foutre? Non, mais c'est pas que la baiser, là, c'est l'épouser en face, la nouvelle reine. Ouais, non, mais il voulait que la baiser dans le but de l'épouser plus tard, mais qu'est-ce que ça allait faire que, tu vois? Ouais. Donc, bon, son plan, il a pas l'air très très réfléchi non plus. Bah si, il a l'air réfléchi, mais c'est juste que nous, on n'y comprend rien, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, faudrait trouver un moyen d'évoquer Cersei. En tout cas, s'il veut faire ça, j'espère qu'il a qu'il a un vrai plan pour dégager Cersei, là, parce que c'est pas gagné, hein. Ouais. Mais en tout cas, bon, on voit qu'il y a certains complots à la cour, qui se trament en sous-marin, quoi. Ouais. Et il craint aussi Littlefinger, qui a manigancé pour que Catelyn prenne Tyrion pour coupable, et pire, maintenant qu'elle l'a enlevé. Ce qui va déclencher la fureur des Lannister, de Tywin, son père, on le rappelle, le seigneur le plus puissant des 7 couronnes, mais aussi de Jaime, son frère. Et c'est vers une guerre que l'on se projette avec l'arrivée des Tully. Parce que forcément, bon, Catelyn a enlevé Tyrion, les Lannister vont vouloir se fight parce que maintenant c'est une Stark, hein, Catelyn Stark. Ouais. Sauf que, de base, c'est une Tully, donc les Tully vont se ramener. Lisa Arryn, elle, contrôle les Aeriers, et les Aeriers, enfin, Lisa Arryn déteste les Lannister, donc voilà. Stannis est au courant de la supposément non-légitimité des enfants de Robert, donc lui aussi pourra masser une armée qu'il est déjà en train de masser. Les engrenages se déclenchent très très vite, quoi. Ouais. On comprend pourquoi Illyrio et Varys y réfléchissent vite, là. Ils doivent réfléchir très très vite, parce que on a l'impression qu'on est juste, tu vois, au point d'ébullition. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, mais que tous les éléments sont réunis pour que, Genre, voilà. ouais, il y a l'essence, il y a le briquet, quoi. Mais et pourquoi pas Renly pourrait vouloir en fait que Robert couche avec Marjorie pour lui faire un gosse légitime, peut-être. Enfin, je sais pas. Donc il sera au courant. Qui serait au courant, peut-être, hein. Bah, de toute façon, tant qu'il n'est pas marié avec elle, c'est toujours non légitime. Bah, c'est pour ça qu'il il veut que Marjorie l'épouse, peut-être. Mais en tout cas, bon, c'est dur de trouver une motivation, hein. Pourquoi il veut... Et puis on est même pas sûr que ça existe à cette époque-là, le divorce, hein. Je sais que c'est compliqué de divorcer. Soit tu divorces parce que t'as pas consommé le mariage, ou soit je crois que c'est l'homme qui peut se divorcer, mais la femme elle peut pas... Bon, tu vois, ou que... Bah, faut demander à Walder Frey, hein. Avec cette épouse, c'est vrai que... Cette épouse... Je sais pas si on a 7. Il en a 7, il va en trouver une 8e. Ouais. Ou à Gregor Clegane aussi, on peut lui demander comment il fait. 2 épouses de Gregor Clegane, je crois. Ouais. Mais bon, il a encore de la marge. Il a encore des années devant lui. De plus, Ned est tout près de cette fameuse vérité. Enfin, moi, comme je dis, hein, on est vraiment au point d'ébullition, là. Tu sens que tous les éléments, ils sont réunis. Il faut juste ajouter une petite pincée de sel. Un peu de sel, un peu de poivre. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Du piquant. Les pâtes sont prêtes, l'eau, elle est à 99 degrés, mais... Et alors, après, on a ensuite des indices sur les espions de Varys. Parce que, en fait, c'est chelou. Ce qu'il demande à Illyrio, c'est de l'argent et soit 50 petits oisillons, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, dans la suite de la conversation... 50 oiseaux supplémentaires. Ouais. Et ce qui est chelou, c'est que dans la conversation, il dit oui, qui savent lire, mais du coup, pas un grand âge... Donc en fait, ça a l'air d'être des oiseaux dans le sens littéral du terme, mais plutôt des enfants en fait. Parce que Illyrio Mopatis, tu en vois. Bah c'est des espions quoi, jeunes qui savent lire et qui ne meurent pas facilement. D'accord, il a besoin d'espions. Donc forcément, ça serait de là que tirait tous
tous les petits oiseaux dont on parle avec Varys, les espions, c'est des enfants, en fait. Ouais. Des enfants des cités libres. Arya suivit ensuite les deux hommes, mais à la fin les perdit de vue et se retrouva dans les égouts de Port-Réal. Lorsqu'elle en sortit, elle se dévêtit afin de laver ses vêtements, puis rejoignit le donjon rouge, sauf que les portes étaient closes. Elle essayait bien de se faire ouvrir par les manteaux d'or, mais, avec l'apparence qu'elle avait, elle dut invoquer le prénom de son père, de Jory Cassel et de Valiant Pool pour se faire ouvrir. Donc Jory Cassel, le capitaine de la garde de Ned Stark, et Valiant Pool, l'intendant de Winterfell. Ned était furieux après elle. Il avait lancé la moitié de sa garde à sa recherche. Arya essaya bien de faire part à Ned de la conversation qu'elle avait entendue, mais ses souvenirs étaient flous et les faits rapportés confus. Et vraiment, ça fait mal quand t'es un lecteur. Ouais. Quand tu vas, tu fais putain, mais écoute. Non, mais rapporte bien les faits, quoi. Là, tu racontes de la merde. Ouais. Tu parles de magicien. Non, franchement, ça fout le seum. Tu dis, putain, Ned, il a toutes les informations là, mais il veut pas écouter. Et Ouais, t'as envie de mettre un steak à Arya et faire raconte bien aussi là. Et donc là, Ned, même avec ce qu'il entend, pense qu'Arya est en train d'inventer une histoire. Une grave erreur. Et c'est la deuxième fois, en fait, que j'ai envie de gifler Ned quand il entend quelque chose et qu'il veut pas écouter. Je te rappelle, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, avec Garred. Ah oui. Donc, genre, il a vu des marcheurs blancs et lui, il est là, ouais. C'est ça. Il fait une crise, il délire. Ça, genre Garred, juste avant sa mort, il a dit... Oui, mais je me suis enfui de la garde pour une bonne raison, c'est parce qu'il y avait les autres au-delà du mur. Et nous, on sait que c'est vrai, parce qu'on a lu le prélude. Mais Ned, il est... Et je me rappelle d'avoir exactement l'impression en mode... Ned, c'est quelqu'un de très cartésien, il veut pas écouter, en fait. Ça fout le seum, il veut pas écouter. Pour lui, tout doit être carré, et si ça l'est pas, s'il y a pas une histoire de A à Z racontée bien comme il faut, ça équivaut à rien. Alors que Catelyn, elle, justement, c'est elle qui a prévenu Ned. Hein. Ouais, ça se voit que Ned, c'est pas quelqu'un qui suit son instinct, genre, c'est quelqu'un qui va... Tu sais, qui va réfléchir, qui va réfléchir et qui va avoir besoin de preuves, d'indices et tout pour réfléchir. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire je sens que j'ai un mauvais pressentiment. Un peu si, parce que quand même cette affaire et tout, il y a quand même une impression d'instinct de ce qui suit là par Jon Arryn et Stannis. Ouais, mais quand même là, tu vois, il a le livre, il a Gendry et il galère. Il galère, tu vois, il a pas l'instinct, tu vois, il réfléchit beaucoup. Mais ce qu'il faut encore plus le seum avec cette scène, c'est que Arya, je veux dire, encore Arya, elle parlait juste de magicien, un truc comme ça. Mais là, Arya, elle a des vrais éléments à le présenter. Ouais, elle dit le bâtard, quoi. Ouais. Elle dit le bâtard, le livre. Oh. Et Ned, il est pas capable de réfléchir en disant... Genre, bâtard livre. Tu sais, c'est les deux trucs, c'est ces deux plus grosses préoccupations en ce moment. C'est l'histoire de Gendry et le livre, et tu vois, il tilte pas, non, mais là, franchement, je trouve qu'il y a vraiment, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème, quoi. Parce que comment ça se fait que Arya essaie de le bâtard et le livre, et que Ned, il dit qu'elle invente, mais elle invente quoi, vu que elle lui dit exactement, mais ce livre, c'est le livre que t'es en train de lire, là. Et Ned, vraiment, moi, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve du personnage bête qui comprennent pas. Soudain, Desmond, l'un des gardes, interrompt la conversation entre père et fille pour introduire Yoren de la garde de nuit. Donc Yoren, on rappelle, hein, c'est celui qui a voyagé avec Tyrion et Jon entre Winterfell et le mur, puis avec Tyrion jusqu'à ce qu'il se fasse capturer à l'auberge du Carrefour. D'ailleurs, en arrivant, il prend lui aussi Arya pour un garçon. On voit que Arya, voilà, on a déjà dit, on n'était pas très très féminine. Yoren a été chargé par Lord de Bremont, le Lord commandant de la garde de nuit, de venir chercher des hommes pour le mur à Port-Réal. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu voir Eddard Stark, mais pour lui faire parvenir une autre nouvelle. Il demande d'ailleurs à ce qu'Arya ne soit pas présente afin d'en faire part à Eddard. Donc on sait quelle la nouvelle c'est, hein, que Catelyn a fait capturer Tyrion à l'auberge du Carrefour. Hein. Arya se rassure alors auprès de Desmond que les gardes protègent bien son père et que rien ne pourra lui arriver. Et c'est ici que se finit ce chapitre. Donc chapitre très très intéressant. Ouais, il était bien celui-ci, vraiment. On était vraiment bien. Et non, franchement là, on a dit qu'on parlait pas sur la série, mais dans la série c'est vrai que on n'a pas tous. En fait, je crois que la conversation elle est pas aussi précise. Ouais. Elle est pas aussi précise, pas aussi fournie.
Et je sais pas, c'est un peu une conversation qui se passe dans l'ombre et tout. Tu sais, ça, j'ai pas l'impression que ça a autant d'importance que là dans ce chapitre. Bah, c'est surtout que, enfin, dans la série, ça va pas être très exploité, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, ça répond à une des questions qu'on s'est dit. On a dit, on a dit pendant le podcast qu'on avait des questions. Hein, donc on rappelle les questions qu'on a pour l'instant, c'est quel commanditaire de l'assassinat de Bran Stark. Donc c'est supposément pour l'instant des Lannister. Ouais, c'est ça. Donc enfin, d'après Varys, hein. C'est Varys qui dit que justement ils ont été assez stupides pour essayer d'assassiner le fils de Bran. Donc supposément Cersei et Jaime. Qui est la voix qui chuchote à Ned premier mois et qu'est-ce que Ned doit lui promettre, ça on n'en sait toujours rien. Bon, le premier mois, on a compris que c'était Lyanna quand même. On l'a dit. Ouais, pardon. Ouais, mais qu'est-ce que Ned doit lui promettre, ça on n'en sait rien. La promesse de Lyanna, faite à Lyanna. Que représentent les 3 ombres dans le rêve de Bran? Ça a toujours aucune idée, mais bon, c'est un peu des éléments métaphoriques. Je suis pas sûr qu'on on ait une idée. Même pas sûr qu'on arrive vraiment, qu'un jour on va arriver avec un épisode et qu'on va faire. C'était donc ça, tu vois. C'était pas sûr. Hein. Déjà, faudrait retourner au chapitre pour revoir la description parce que là, je crois qu'il y a quelqu'un avec des cheveux d'or ou quelqu'un de doré plutôt. Ouais, un chien. Je sais pas quoi. Et un géant. Un géant, voilà. Mais bon, ça, c'est quand on y reviendra au tome 4 et tout, on se dira, bon, maintenant qu'on a lu quand même tome 4 tomes et tout, est-ce qu'on peut se demander, ouais. Donc, qui a assassiné Jon Arryn? Bon, ça a répondu dans ce chapitre, du coup, ça serait Varys et Illyrio Mopatis. Quel est le fléau de Valyria? Donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein, à Valyria? Ça, on sait pas. Et, qui a payé pour l'apprentissage de Gendry? Sûrement Varys. Ça, sûrement Varys, ouais. Ok. Donc, on a terminé pour ce chapitre. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on se retrouve la prochaine fois... pour un épisode de... Eddard. De Eddard, ouais. La prochaine.